Merci beaucoup. J'ai simplifié le titre. Ça sera plutôt Le cauchemar des formes. En effet, je propose de m'interroger sur le rêve des formes sous l'angle de la puissance du négatif, c'est-à-dire ce que pourrait être le cauchemar des formes. Qu'est-ce qui se passe lorsque les formes s'altèrent et finissent par laisser surgir l'informe en elles? Je vais poser la question, ou plutôt je vais la reposer en revenant sur ce que Georges Bataille avait pu en suggérer dans la revue Document en 1929-30, mais aussi plus largement tout au long de son œuvre. Bataille disait, dans Le Coupable, vous avez à droite un manuscrit de cette époque, ma conception est un anthropomorphisme déchiré. Il visait là un espace de pensée paradoxal où, disait-il, je cite, « sévit la contradiction définitive ». Alors, pourquoi ce châtiment? Parce que la ressemblance telle que Bataille l'avait envisagée, à travers ces incessants passages profanateurs, il va sans dire, à travers les régions du sacré, cette ressemblance, eh bien, ce n'est pas une donnée, un donné, non, pas du tout. La ressemblance, c'est un drame de longue durée. La ressemblance qui nous fait mettre les formes en relation n'est pas donnée naturellement, ni ontologiquement une fois pour toutes. La ressemblance, elle va et vient, elle explose, elle se reforme. Il n'était pas fortuit que Bataille ait revendiqué son anthropomorphisme déchiré dans un livre intitulé « Le Coupable ». Le grand mythe judéo-chrétien de la Genèse situe en effet la faute originelle et, partant, le destin même de l'humanité avant son jugement dernier, comme une altération de la ressemblance, précisément celle de l'homme à son Dieu ou Père. Voilà pourquoi l'image en général, dans une telle perspective, devait être pensée sous l'angle de la déchirure et pas seulement sous l'angle du voile. Si l'on est attentif à la forte lecture qu'a donnée Mathilde Girard du geste bataillien comme art de la faute, alors on pourrait dire que la meilleure leçon que peut nous donner Bataille dans cette situation, c'est de plaider coupable devant la forme. Cela veut dire exactement sentir soi-même ou en soi-même le tranchant du couteau. Voici des illustrations des larmes d'Eros. Mais tout ce que déchire le couteau, doit-il aller à la poubelle? Quand le couteau coupe, est-ce que ce qui est coupé disparaît? Eh bien non, justement pas. Quand on coupe, il y a toujours des restes. Ce que nous déchirons continue plus ou moins visiblement de nous coller au doigt. Ce qu'on a cru disperser s'immisce encore au plus près de nous, telle la poussière d'ailleurs, cette poussière que Bataille commentait justement dans le document, dans les mêmes termes. On croit s'en débarrasser avec des aspirateurs, mais elle s'immisce partout de toute façon. Même ou surtout avec les notions de forme et d'informe, on ne saurait trancher sans reste. Voilà pourquoi la forme et l'informe, à partir du moment où on assume ce vocabulaire, ne cessent jamais de s'inquiéter et de se menacer l'une l'autre. Souvenez-vous par exemple que dans le film Terminator 2, c'est le retour de la ressemblance anthropomorphe qui constitue la menace la plus mortelle, et non pas l'informe. Dans l'ordre de l'anthropomorphisme, donc, à savoir cette dimension qui nous regarde par excellence, déchirer ne veut jamais dire dissoudre, abolir, supprimer purement et simplement. C'est ainsi que dans les illustrations choisies par Bataille en 1930 pour son article sur les écarts de la nature, l'anthropomorphisme était voué à l'informe par une opération exactement inverse à celle d'une dissolution. C'était au contraire une prolifération qui créait l'écart dans la forme humaine, une prolifération de tête ou de visage considérée comme l'équivalent d'une coupe acéphale ou alors à deux têtes, ou voire comme ici à deux visages et demi. Dans tous les cas,
nous nous trouvions devant une atteinte à la figure humaine. Il arrive alors, paradoxalement, que l'anthropomorphisme soit déchiré, mais par des morphogenèses d'adhérence ou d'indistinction, comme on le voit ici. Façon de dire que l'informe, selon Bataille, ne fait pas que soustraire. Je fais référence là à un débat qui date d'il y a 20 ans, avec Rosaline Krauss et Yves Bois, qui, dans leur catalogue sur l'informe, caractérisaient celui-ci à travers des opérations, me semblait-il, unilatéralement privatives. Par exemple, l'horizontalité au détriment de tous les autres paramètres de l'espace, le battement binaire à l'exclusion de toute autre rythmicité, ternaire ou dissymétrique, ou encore l'entropie comme pure et simple dégradation de l'énergie. Moi, je crois plutôt que l'informe, selon Bataille, procède d'une opération bien plus complexe où déchirer n'est pas dissoudre ni soustraire, mais, comme il disait lui-même, transgresser. Mais transgresser, ça voulait dire mettre en mille morceaux, multiplier, excéder. C'est là que réside justement sa perspective originelle et ultime sur l'informe. Sa perspective, en fait, c'est une perspective qui n'a rien à voir avec la critique d'art. C'est une perspective anthropologique. Là où, selon une lecture très personnelle, bien sûr, des ethnologues, particulièrement de Marcel Mauss, dont il a suivi les cours à partir de 1925, eh bien, pour Bataille, le sacré et le sacrilège devaient trouver un terrain commun, comme la forme et l'informe trouvaient le leur à travers l'iconographie paroxystique de documents. C'est quoi ce terrain commun où on voit passer les mots sacré et sacrilège? Eh bien, ce terrain commun, c'est le sacrifice. Alfred Métraux a bien raconté ce sens de la réalité ethnographique peu commun chez les philosophes, je cite, « cependant si aigu chez Bataille, jusqu'à, selon Métraux, faire de Bataille un précurseur de toute une école d'ethnologues qui ont cherché à définir l'éthos d'une culture donnée. » Donc, il le situe comme anthropologue au sens fort du terme. C'est grâce à Métraux, d'ailleurs, un de ses plus vieux amis, rencontré dès 1921 à la bibliothèque de l'École des Chartes, que Bataille, en 1928, va prendre conscience ou connaissance des sources ethnographiques principales sur l'art précolombien, dont une première grande exposition devait avoir lieu à Paris, 1928. Le texte, écrit à cette occasion, peu de temps après la publication sous pseudonyme d'Histoire de l'œil, constitue sans doute un moment crucial, initiatique, je dirais même, dans la réflexion de Bataille sur l'informe. Ce texte décrit de véritables cauchemars pour la forme humaine. Entre les manuscrits enluminés des Aztèques et la littérature des voyageurs, Bataille, c'est gentil, merci. Bataille y établit une relation structurale où se retrouvent les formes visuelles, les récits mythologiques et les descriptions de rituels assez terrifiants. Dans tous les cas, l'acte dominant, le plus frappant, c'est celui du sacrifice, et même humain. Je bois un coup parce que la citation est éprouvante. Il est difficile d'imaginer, en lisant ce texte pénible, plus grande déchirure de la figure humaine, évidemment. Os broyés, cœur arraché, cadavre dégringolant d'un escalier, comme une vulgaire masse amorphe, dépeçage, cuisson, dévoration. Mais ce qu'un tel sacrifice nous enseigne ici, c'est que la déchirure avait l'incorporation pour enjeu, à savoir que le corps d'autrui n'était tranché que pour ritualiser quelque chose comme un indistinct de la figure humaine. Indistinct deux fois. Indistinct parce que défiguré, dissocié, écrasé, mais indistinct aussi parce que incorporé à tout l'espace, les murs du temple inondés de sang, et incorporé au corps même du sacrifiant, revêtu de la ressemblance même, fût-elle encore sanglante, du sacrifié. Voilà. Là résiderait le plus troublant des paradoxes de l'informe. Ce qu'il coupe de l'autre nous est incorporé et nous altère en retour, nous voue à l'altération. Ce qu'il dissocie nous revient et nous devient indistinct. C'est un acte de voracité par lequel la déchirure, dans l'autre, nous atteint au plus profond et nous déchire en retour. C'est donc un dialogue, extrêmement cruel dialogue, il va sans dire, d'anthropomorphisme à anthropomorphisme,
par la médiation d'un acte de coupure. Cela ne se laisse pas regarder de haut, parce que cela touche au plus profond de fantasmes, de nos fantasmes. Et cela est lié tout simplement au fait que nous avons un corps, et les autres aussi, corps semblable. Donc, semblable, c'est un mot que Bataille a très très souvent employé, c'est frappant. Semblable, ça ne se réduit certainement pas à ce que l'anglais fellow pourrait laisser entrevoir, pas du tout. Semblable porte en lui une résonance tout à la fois visuelle et anthropologique, voire politique, lorsque l'auteur de La part maudite, par exemple, se mit à réfléchir en 1947 sur les camps d'extermination nazis sous l'angle évident à la fois et paradoxal du semblable. Les bourreaux sont nos semblables, ce qui ne voulait évidemment pas dire qu'ils sont le même. Semblable, ça ne veut pas du tout dire le même. Toute l'attitude de Bataille en face du monde visible paraît avoir été orientée par ce genre de processus. Regarder, ce n'est pas garder, ni prendre. Et ce n'est pas non plus prétendre dissoudre quoi que ce soit. Donc c'est entre les deux. C'est plutôt sacrifier, distinguer, couper dans le visible, faire que la forme s'inachève et s'altère. Ça, ce sont les illustrations de documents par Boiffard. Pour les articles, l'un de Léris, l'autre de Bataille. Puis, faire revenir à soi, dans l'indistinct du devant et du dedans, cette coupure même. Donc, regarder, ce serait à la fois couper, être coupable et être coupé. Juste avant un article de Roger Hervé sur le même thème qu'il avait lui-même traité, Bataille, sur les sacrifices humains du Centre-Amérique, juste avant les 2 pages que les rédacteurs de documents avaient demandé à Eisenstein de monter en coupant, pour isoler des photogrammes, en coupant dans la pellicule de la ligne générale, juste entre ces 2 articles, vous avez un texte de Bataille étonnant qui commençait par faire dialoguer le redoutable dieu mexicain Quetzalcoatl, bon, très sanglant, avec la bande dessinée pour enfants, Les Pieds nickelés. Quelque chose entre l'innocence et la culpabilité, le rire et la tragédie, la transgression et le sacrifice. Il s'agissait en fait de célébrer ce que Bataille appelle les objets fichus en l'air, qui sont à casser comme des jouets, et c'est-à-dire comme Dieu. Dieu égale joujou, c'est à peu près pareil. Il faut dans tous les cas regarder curieusement, je cite Bataille, c'est une phrase extraordinaire, regarder curieusement, ce qui suppose une pulsion de connaissance, mais avec un grand couteau, pour voir ce qu'il y a dans le ventre du jouet criant, etc. C'est-à-dire pour voir aussi, quitte à tout casser, ce qui crie du dedans de nous-mêmes lorsque nous prenons le risque d'être les jouets de notre désir. Regarder avec un grand couteau. Il ne restait plus à Bataille dans le même contexte qu'à parler de l'œil lui-même comme une friandise cannibale, quelque part entre sa propre histoire de l'œil et le film contemporain de Buñuel et Dali, Un chien andalou. C'est-à-dire là où, dit Bataille, la séduction extrême est probablement à la limite de l'horreur et qu'à cet égard, l'œil pourrait être rapproché du tranchant. Il ne restait plus à Bataille aussi qu'à parler des abattoirs modernes, des grandes villes, article extraordinaire intitulé « Abattoirs », comme en fait des survivances maudites, survivances mises en quarantaine par la société bourgeoise, de ces lieux où coule, écrit Bataille, le sang des sacrifices. Et c'est là que, grâce aux extraordinaires photographies d'Élie Letard, qui illustrent l'article de document, on comprend d'abord comment la forme animale a bien été sacrifiée, retranchée par coupe, par découpe, jusqu'à n'être plus qu'un tas informe de peau roulée sur elle-même. Mais on comprend aussi comment la ressemblance de l'animal n'a pas été dissoute. Elle n'a pas disparu dans son sacrifice même. Elle est toujours là. On voit même d'ailleurs les cornes des vaches. Là. Elle adhère encore à cette guenille abandonnée sur le sol. Elle demeure efficace et même, par son sacrifice, elle nous est bouleversante.
au cœur de cette informe dont elle se révèle indistincte, car l'informe ici n'est jamais isolable. Il y a le tas sur le sol, sans doute, mais il y a aussi toutes ces traces dont on comprend sans difficulté qu'elles sont faites du sang de l'animal. Elles inondent le sol, elles inondent les parois de l'abattoir, ainsi qu'elles auraient pu le faire autrefois des murs d'un temple. Et de telles traces de sang, comme on les voit donc sur ces images, celle de droite par exemple est inédite, elle a été retrouvée par Clément Chéroux dans la récente exposition Élie Lothar, envahissent bien l'espace tout entier de leur matérialité organique, et depuis l'état mort, l'état informe eux-mêmes. Et parce que de telles images, fussent-elles documentaires, ne s'adressent pas seulement à la vision, mais encore à l'imagination, il n'est pas surprenant qu'elles présentent l'informe, pour finir, au regard d'un sujet particulier. Il y a une photo magnifique de Élie Lothar où il représente une personne, il s'agit d'ailleurs de Pierre Prévert, en face de l'informe, pour suggérer peut-être, par le biais de cette ressemblance physiologique, quelque chose comme une leçon éthique, une sorte de vanitas. Ce que tu regardes comme l'informe, en dehors de toi, n'oublie pas combien cela ressemble à ce quelque chose, tes viscères qui courent dans ton propre ventre et assurent ta propre vie.